Bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse de Hell in a Cell 2017. C'est parti. WWE Hell in a Cell. Alors voilà, c'est un peu spécial parce que comme vous, peut-être que vous l'avez pas vu parce que je pense que je sortirai la vidéo après, mais le match Kevin Owens contre Shane O'Mac, je l'ai séparé de l'analyse parce que vraiment c'était exceptionnel. Tout est expliqué dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Shane O'Mac et Kevin Owens quand elle sortira, parce que je pense que je sortirai celle-là avant évidemment. Ce match, ce show, qu'est-ce que j'en pense? C'était vraiment vraiment mitigé et j'en ai vraiment marre. Je pousserai un coup de gueule à la fin sur les shows en général et sur l'année 2017 en général parce que vraiment j'en ai marre. J'en ai vraiment marre du booking actuellement de Vince et de la WWE. Je me suis un peu rapproché, j'ai un peu rapproché ma caméra pour être un peu plus près. Dites-moi si vous aimez ça bien sûr. Peut-être mettre les images ici donc en un peu plus petit bien sûr. Donc dites-moi si vous aimez ça, commentez. N'oubliez pas bien sûr de commenter qu'est-ce que vous avez pensé du show, ça m'intéresse vraiment, votre avis m'intéresse donc n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça bien sûr. Tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. L'opener, ça m'a un peu étonné, c'était les New Day contre les Usos. Donc direct un des matchs que j'attendais le plus, que j'avais bien sûr placé dans la catégorie qui me hype potentiellement, en l'occurrence qui m'hypait énormément. Donc les New Day défendaient leur titre par équipe contre les Usos dans un Tag Team Hell in a Cell match. Je crois qu'on n'avait pas vu un Tag Team Hell in a Cell depuis très longtemps. Et vraiment, je crois que c'était le dernier match qu'on a vu en Hell in a Cell en tag team. Je crois que c'était la Legacy contre la DX, je crois. Je crois bien que c'était ça. Peut-être il y en a un autre, mais alors je l'ai pas vu. Ou je m'en rappelle plus. Mais non, c'était vraiment un bon match. 22 minutes de pure violence et de pure haine. Tous les objets pratiquement utilisés, à part les tables. Il y a eu des spots incroyables. Il y a eu beaucoup d'innovations. Un des Usos qui a été bloqué par des kendo sticks dans un coin de la cage. En gros, ils l'ont bloqué dans un coin de la cage. Après, ils ont mis des kendo sticks en haut, en bas, au milieu. C'était vraiment, il y a beaucoup d'innovations. Xavier Woods menotté contre le poteau et rué vraiment, mais violé, mais vraiment, Xavier Woods a été vraiment violé dans ce match de coups de kendo stick, de super kick, de tout. Incroyable, beaucoup d'innovations dans ce match, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Voilà, Xavier Woods a été vraiment martyrisé comme il s'est au moins pris 30 coups de kendo stick, au moins. Des kickouts vraiment de nulle part pendant le match, après des splashs, après des big endings, vraiment des kickouts incroyable qui donnait encore plus de suspense et de hype au match, qui réveillait encore plus le public. On a eu vraiment beaucoup de grands spots comme le spear de Biggie à travers les cordes qui écrase les Usos contre la cage, c'était vraiment énorme. À chaque fois il peut se tuer, mais là c'est encore plus dangereux parce que c'était contre la cage. Le suicide dive des Usos sur un des Biggie ou Xavier Woods je crois, qui écrase aussi contre la cage. C'était vraiment incroyable comme spot qu'il y avait. C'est vraiment très violent. J'ai vraiment noté par contre, j'ai vraiment relevé tous les points négatifs pour ce match, parce qu'à chaque fois leurs matchs sont bons, donc je vais vraiment pas faire cadeau à ce match. D'ailleurs j'en ai 0,5 pour il y a eu un assez mauvais booking. Par exemple, pour quand Xavier Woods était menotté et qui était menotté contre le poteau, et qu'ensuite les Usos le ruaient de coups, pourquoi ensuite il le détachait? Pourquoi il l'enlevait ensuite, il le détachait du poteau? Après on savait bien que ensuite il allait kick out quand les Usos dominaient et violaient Biggie dans le ring. On savait bien qu'ensuite Xavier Woods allait revenir pour casser le tombé, on s'en doutait. Donc vraiment il y a eu quelques trucs comme ça qui étaient vraiment mal faits, qui m'ont un peu coupé du match parce que je me suis dit putain mais c'est complètement con, pourquoi vous faites ça? Match très violent évidemment, comme je les aime, il y a eu beaucoup de spots. On sentait vraiment la haine entre les deux équipes, surtout les Usos qui vraiment haine. Même des fois les New Day qui faisaient des trucs de heal, ou comme par exemple quand ils ont bloqué avec des kendo sticks un des Usos pour le frapper, enfin c'était incroyable. On sentait vraiment la haine entre les deux équipes et très content. Les Usos récupèrent les titres. Je crois pas que je l'avais dit dans la vidéo pronostic, mais pour moi ceux qui perdaient ce match, l'équipe qui perdait ce match, allait ensuite être dépouchée et redevenir jobbeuse ou mid-cardeuse à SmackDown Live. Donc c'est très bien pour moi que les Usos regagnent. Ils méritent d'être champions, ils méritent de continuer d'être champions, 5 fois champions par équipe. Pour moi ils font de très bons champions, je suis vraiment très content. Ils peuvent encore être champions pour moi jusqu'à Royal Rumble ou WrestleMania, ça ne me dérangerait vraiment pas. J'espère que le rivalité est terminé parce que les Hell in a Cell c'est fait pour terminer les rivalités, donc voilà, j'espère qu'elle est terminée. Et très bon match, 9 sur 10 pour ce match. On a ensuite continué avec un match, et ça a fait ça pendant toute la soirée, hein. Ça a fait on monte, on descend, c'était vraiment
l'ascenseur émotionnel qui était chiant en fait. Et c'est vraiment ça le coup de gueule que j'ai porté à la fin de la vidéo. Randy Orton contre Rusev, on s'en bat les couilles. Objectivement, c'était un très bon match. Il y a eu de bons spots, une belle domination de Rusev. Vraiment, il y a eu de bons trucs, objectivement. Mais on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat les couilles, on s'en foutait. Donc on s'emmerdait devant le match. Je me suis emmerdé. Je faisais autre chose, des fois c'est sur mon portable. Je notais encore ce qui me restait à noter sur les New Day Uso, mais je regardais pas tellement de matchs et ça m'intéressait pas. Et c'est ça pour pratiquement 4 matchs sur 8, 5 matchs sur 8. J'ai un coup de gueule vraiment à porter, c'est que putain, Rusev aurait dû revenir et être champion de WWE. Et c'est Jinder Mahal qui a pris sa place. Rusev aurait dû être champion. Et voilà, depuis son retour, il perd contre Cena, il perd contre Orton. Il a des squash matchs où il perd, où il gagne. Il a des moments malaise TV, comme le segment avec Alien Bichetou qui était vraiment nul. Rusev, depuis qu'il est arrivé, il enchaîne défaite sur défaite et vraiment il sert à rien. Et je suis vraiment dégoûté pour lui parce que putain il était prévu d'être champion de WWE et voilà ce qu'il lui donne. Et vraiment Randy Orton devrait prendre une pause. Pour moi Randy Orton devrait vraiment prendre une pause là de 2-3 mois. Et ensuite il revient je sais pas au SmackDown Post sur Avoir Series où il revient à la fin de l'année. Et il revient en putain de heel. Je sais pas il trahit un putain de face comme AJ Styles. Ou il trahit par exemple Ty Dillinger. Ou vraiment un gars qui est vraiment aimé. Et il redevient heel parce que même lui on le sent. Et il l'a dit, il en a marre d'être face, donc putain, il fait une pause, il revient, il trahit un putain de heel comme Neville l'avait fait avec Rick Swann, il le trahit, et il devient l'un des top heels de SmackDown Live, tout simplement, parce que Randy Orton est fait pour être heel. Double turn, comme je l'avais prévu dans ma vidéo pronostic, malheureusement, j'en voulais justement un heel turn de Randy, il en avait vraiment besoin, et en plus une victoire d'Orton, je plains Rusev, il enchaîne défaite sur défaite. C'était pas un squat match, hein, c'était d'ailleurs leur plus long match entre les deux, je crois que ça a duré combien 11 minutes, 10 minutes, un truc comme ça, temps prévisible, genre... Ah, attends, je vais tenter ma prise de mission. Ah non, je contre RKO. Waouh, putain. On voit ça à chaque match en fait, donc c'est un peu chiant. Il récolte quand même la note de 4 sur 10 ce match. 4 sur 10. Le match pour le titre des États-Unis qui s'en met en triple menace. AJ Styles défendait son titre contre Baron Corbin et Ty Dillinger. Je l'avais dit, Ty Dillinger allait être ajouté au match. Malheureusement, j'avais dit que Ty Dillinger, s'il était ajouté au match, il allait gagner. Enfin, en fait, je voyais pas du tout la victoire de Corbin. S'il n'y avait pas Dillinger qui était ajouté au match, Styles pour moi conservait. Si Dillinger était ajouté au match, Dillinger gagnait, ce qui aurait complètement été mérité pour lui. Et malheureusement, ils nous ont fait une putain, enfin heureusement, ils nous ont fait une putain de surprise. Il y a eu ça comme surprise, il y a eu le Hilton de Sami Zayn comme surprise. Dans ce show, il y a vraiment beaucoup de surprises, que ce soit négativement ou positivement. C'est ça qui a fait l'ascenseur émotionnel du show. Il y a deux gros points négatifs du match. C'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de faux ribs. On était très technique avec Styles et Dillinger, et après on repassait en faux rythme, mais en truc lent avec Corbin, etc. C'est vraiment pas très agréable. Et Corbin, encore un mauvais booking. Pourquoi? C'était un match triple menace, il n'y a pas de disqualification. Pourquoi Corbin, au lieu de t'embarder à essayer de placer des prises qui font mal ou essayer de placer des prises sur Styles et tout à chaque fois qu'il te contre, pourquoi tu vas pas en dehors, tu prends une batte de baseball ou un candlestick ou une chaise et tu les frappes avec? T'as un putain de heal, va prendre une chaise et frappe-les avec. Au lieu de t'emmerder à faire des prises, etc. Bah putain, prends des objets quoi. C'est complètement con, mais t'as un heal, prends des objets, tout simplement. Comme Nathalie l'a fait d'ailleurs, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment les deux seuls points négatifs du match. Sinon, le match était incroyable, 20 minutes de plaisir. C'est vraiment un très bon match de fou. Des spots incroyables, très techniques entre Styles et Dillinger. Et vraiment le public était vraiment là, en plus il soutenait il soutenait les matchs et donc on était vraiment hypé pour ce match. Et Corbin qui devient champion. Corbin, et en plus c'est bien, c'est qu'en mode opportuniste, genre c'est Styles qui fait le phénomène forum et il dégage Styles comme de la merde et c'est Corbin qui vole le show. C'est bien Corbin qui a volé le match et qui devient champion des États-Unis. Le mec a perdu sa manette, il enchaîne défaite sur défaite et il prend le titre. Et c'est vraiment une des surprises du show. Et j'ai vraiment. Enfin voilà, j'étais vraiment bouche bée quoi. Corbin devient champion. Et je suis très content pour lui parce que vous voyez, j'aime beaucoup Corbin. Donc je suis vraiment très content pour lui en espérant qu'il ne la perde pas dans 2 ou 3 semaines évidemment. Mais vraiment, je suis très content pour lui que Corbin devienne champion. Il le mérite pour moi. Et puis même un autre point positif aussi, un bon spot aussi, c'était quand il y a vraiment un enchaînement de prises surprises, Deep Six, etc. Et là où Corbin est au sol, AJ Styles fait un super kick à Dillinger et Dillinger tombe sur Corbin, ce qui fait que Styles aurait pu donner la victoire à Dillinger sans faire exprès. Ça aurait vraiment été marrant si ce serait passé, mais malheureusement Corbin s'est dégagé.
Mais oui, Corbin champion, c'est vraiment la surprise pour moi avec le heel turn de Sami Zayn de la soirée. Et j'ai vraiment été choqué, donc il mérite une bonne note de 8,25 sur 10 pour en plus couronner un nouveau champion, donc 8,25 sur 10. Charlotte affrontait Natalya pour le titre de SmackDown. Non, non, quoi, pourquoi? Mais pourquoi? On était tellement bien partis. Il y a eu tellement... C'était tellement bien le show avant. C'était tellement bon. Pourquoi vous faites ça? Le match était mou, lent, sans intérêt. On s'emmerdait comme on s'est emmerdé devant le Rusev Randy Orton. La rivalité m'intéressait pas tellement. Donc évidemment, le match ne m'a pas tellement intéressé. Il n'y a pas eu beaucoup de hype. 12 minutes, ça c'est un bon temps. C'est vraiment deux choses. Il y a deux choses qu'on peut retenir dans le show, dans le match, pardon. C'est 12 minutes, donc c'était pas mal pour les moments. Et que aussi on peut retenir un spot, c'est le moonsault de Charlotte qui est toujours exceptionnel. Et avec Sarah Young, le moonsault était exceptionnel. Mais sinon c'était nul quoi. Enfin je veux dire, Charlotte l'année dernière, elle faisait le Hell in a Cell, le premier Hell in a Cell match féminin de l'année, enfin de l'histoire. Là elle se retrouve dans un match de merde, 12 minutes où il se passe rien, domination de Natalya avec des prises de heal, donc garder son adversaire au sol, la tenir avec des soumissions à la tête. Il s'est vraiment rien passé, donc c'était vraiment mauvais. Et puis la fin quoi. La fin putain. Au moins, non, la fin. Natalya prend une chaise et frappe Charlotte avec. Disqualification, Natalya reste championne. Après c'est du heal tout craché, donc ça m'a pas plus... Ça voilà, c'est pas ça mais qui m'a choqué, mais je veux dire putain on était tellement bien, vous auriez même pu faire une prise normale quoi. Ou je sais, mais après je pense que c'était vraiment pour pas décrédibiliser Charlotte, parce que vu que la prise de finition de Natalya c'est une soumission, je pense pas qu'ils allaient faire abandonner Charlotte, même s'ils l'ont fait je crois il y a 2 semaines à SmackDown Live. Mais voilà, je pense pas que c'était juste pour pas décrédibiliser Charlotte, mais au pire enfin ouais mais bon. Après c'est du heal tout craché, mais c'est quand même con de faire ça, gagner un match par DQ. Voilà, 5 sur 10, ce match mérite pas plus. Ensuite on a eu bien sûr un épisode incroyable des Fashion Files, le retour des Fashion Files. Et les amis, incroyable, c'était un épisode incroyable, il y a vraiment beaucoup de choses. Je suis un peu déçu que Connor et Victor des Ascension soient utilisés dans ça, mais c'est vraiment assez drôle. Breezango sont vraiment, putain, mais de très bons acteurs, et je kiffe vraiment ces deux-là. J'ai noté ce segment comme je l'avais fait pour No Mercy avec Elias. J'ai noté ce segment parce que le show est tellement mauvais, enfin il y a vraiment des choses très mauvaises que je note les segments. Donc voilà, 5 sur 5, je note sur 5 les segments, donc j'ai mis 5 sur 5, c'était vraiment un très bon segment des Fashion Files. Et on passe du rire aux larmes avec le match de championnat de WWE. Jinder Mahal défendait son titre contre Nakamura. Je voulais vraiment voir ce match pour voir quelle merde ils allaient nous faire, comment ils allaient créer une alchimie entre ces deux lutteurs qui sont pas du tout en alchimie en fait. Comment ils allaient booker ce match. Bah franchement, j'ai pas été si déçu de ça, je m'attendais vraiment à pire. Et vraiment pour moi ce match était passable. Évidemment c'était tellement pas digne d'un match de championnat de WWE. Je veux dire à peine 12 minutes, la fin horrible. Donc moi c'est vraiment pas digne. Et encore des interventions, encore une fois intervention des Singh Brothers. Mais le match était plus passable parce que Nakamura a su vendre les prises. Nakamura était là et Nakamura sait vendre les prises et il a fait vraiment du bon Nakamura. Et d'ailleurs il a su vendre plus la prise de finition évidemment que je trouve horrible, de Jinder Mahal, de Class, qui pour moi n'a aucun impact. Il a su la vendre, pour moi il avait un peu plus d'impact, donc c'était vraiment bien. Et pour moi Nakamura qui perd en un finisher. Nakamura il bat Cena et Orton, je veux dire Nakamura hein, il bat John Cena et Randy Orton. Mais il n'arrive pas à battre Jinder Mahal et il résiste à un finisher complètement pété. Où est la logique? Où est cette fucking logique? Il n'y a pas de logique en fait. Il n'y en a pas. Il bat 2 des top stars de SmackDown Live et de la WWE en général, mais il n'arrive pas à battre un champion tout pourri. Tout pété, tout pourri. Bah non, non. Donc évidemment match pas digne. Encore une fois Mahal qui gagne, on peut dire par controverse, qu'il l'envoie dans le poteau ou quoi. Et voilà, donc il gagne. Les Singh Brothers ont été disqualifiés, ont été exclus. Jinder Mahal qui conserve, mais jusqu'à quand on aura Jinder Mahal champion quoi? On n'en peut plus. Est-ce que Vince, quand est-ce que tu vas comprendre que tu fais plus d'audience et tu remplis plus tes salles de SmackDown Live parce que Jinder Mahal est champion?
mets-le plus champion, putain. Au pire, mets-le champion des États-Unis. Au pire, tu aurais pu mettre Ginger champion. Comme ça, tu aurais fait entrer en rivalité Ginger avec Jinder Mahal. Voilà, ça aurait été bien mieux. Mais putain, pas en champion majeur, quoi. Nakamura aurait dû devenir champion de WWE, même si apparemment il aurait été prévu pour être un champion de transition. Mais même, mettez Nakamura champion, putain. On n'en peut plus de mal, on n'en peut plus. En plus, il gagne à chaque fois par controverse. 5,25 sur 10 pour ce match. À peine la moyenne. Et ben voilà, on va rester encore aux larmes avec Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Voilà, déjà coup de gueule. Bobby Roode arrive au main roster et il sert de bouche-trou et de match pipi, de match de pause entre deux main events. Voilà, bah là, c'est la réalité. Il n'y a pas eu de public en plus, donc je pense vraiment que ce match a servi de match pipi, de match faut aller aux toilettes avant le main event qui a duré très longtemps. Et puis voilà, on va terminer ce match, on va terminer cette vidéo sur une note négative. Parce que voilà, je vous l'ai dit, le main event j'ai fait dans une autre vidéo, donc on va terminer par une note négative, mais Bobby Roode sert de match pipi, sert de match de pause, comme faisaient les Divas en 2014. Et en plus, il arrive à main roster, je m'en doutais, mais il a plus d'entrée spéciale comme à NXT. À NXT, il avait le piano, où il avait une chorale pour chanter. Là, il a rien, une entrée normale, voilà. Et en plus, il est fade, il a toujours des pops, heureusement. Mais putain, lancez-le vite, très vite dans le titre WWE, pas qu'il tombe comme Nakamura, parce que Nakamura, justement, il a... Coïncidence, je ne pense pas. Nakamura est arrivé dans le main roster, première rivalité contre Dolph Ziggler. Bobby Roode, pareil. Et regardez ce qui est devenu Nakamura. Il a baissé, il a plus eu de pop. Là, les pop commencent à revenir pour Nakamura, c'est très bien, mais parce qu'il est en top star, il est dans le top main event. Donc vite, s'il vous plaît, dès SmackDown Live, dès le lendemain, dès SmackDown Live, dès demain, s'il vous plaît, lancez Bobby Roode pour le titre VV ou au moins pour le titre des États-Unis. Pourquoi pas un Bobby Roode contre Baron Corbin, même si Bobby Roode est fait pour être heel. Mais lancez-le pour un titre, s'il vous plaît, lancez-le pour un titre, s'il vous plaît. Parce que sinon il va encore tomber comme Ginger, il va encore tomber comme Nakamura, donc s'il vous plaît, lancez-le vite pour un titre. Et puis voilà, pour moi, ce match, c'est la définition du rien. Il s'est rien passé, 11 minutes de rien, rien du tout. Et c'est incroyable. C'est la définition du rien, j'ai jamais vu un match qui était aussi proche de la définition de rien, du néant. C'était le néant ce match, le néant total. Le seul point logique qu'on peut relever, c'est que Dolph Ziggler n'aime pas les entrées, il n'aime pas les entrées tout simplement. Et bah il entre sans entrée et sans musique. Putain, un truc logique, tout simple, mais qui est logique. Dolph Ziggler n'aime pas les entrées, il entre sans entrée. Il est heel et il n'aime pas les entrées, bah il reste heel et il rentre sans entrée. Et ça c'était intelligent de la part de la WWE de faire ça. Mais bon, il entre sans entrée pour son dernier match, sûrement à la WWE, donc c'est un peu con. Merci Ziggler, t'auras fait un magnifique match pour ton dernier match à la WWE, vraiment t'auras tellement bien servi. Bravo Ziggler. Il t'enlève même les entrées pour ton dernier match et c'est incroyable. Je suis désolé pour toi Ziggler. Bon voilà, ce match était nul. Victoire de Bobby Roode qui gagne par petit paquet. Pardon, c'est un face pour son premier match en main roster, pour son premier match en pay-per-view. Bobby Roode gagne par petit paquet. Et c'est même pas un petit paquet par surprise. Genre c'était Ziggler fait un petit paquet, hop, Bobby Roode se dégage. Bobby Roode en fait un, hop, Ziggler se dégage. Ziggler en fait un, hop, il se dégage. Là Bobby Roode en fait un, hop, il se dégage pas. Putain c'est un face et vous le faites perdre, vous le faites gagner par petit paquet. C'est un face. Et en plus après, il y a la musique de Bobby Roode qui se lance. Et hop, zigzag de Ziggler. Donc la rivalité entre eux deux va sûrement continuer je pense. Ça va être incroyable, la rivalité pour le néant. Le match pour moi c'était la définition du rien. C'est vraiment la définition du rien ce match. Et puis voilà. Bobby Roode pour son premier match qui gagne par petit paquet. Bravo. Alors là, j'aurais pas fait mieux. Comme pire booking, j'aurais pas fait mieux. Bravo. 0,5 juste pour le truc logique de Ziggler qui ont son entrée. 0,5 sur 10. On va terminer sur une note négative ce show qui récolte. D'ailleurs j'ai été assez choqué parce que après il y a quand même 5 matchs sur 8 qui ont la note qui ont la moyenne maximum je veux dire. Il y a 5 matchs sur 8 qui ont 25 maximum. Donc c'est normal que la note soit pas terrible, mais quand même il y a eu vraiment 3 matchs exceptionnels qui ont été à plus de 8. Donc voilà. La note du show est de 6 sur 10. Qui se classe d'ailleurs dans un des pires, alors que il y a pour moi le match de l'année qui est dedans, comme le Owens Shane O'Mac. Il y a le Hilton de l'année qui est dans ce show. Il y a la surprise du show avec la victoire de Corbin.
Il y a le match tag team de l'année avec le Hell in a Cell de New Day et Uso. Donc seulement 6 seulement, alors qu'il y a des matchs de l'année, il y a des hitters. C'est un peu paradoxal, on va dire. Hein. Il y a des trucs incroyables qui se passent, qui vont être voilà, un Slammy Award. Moi je vous dis, le match récolte tous les Slammy Awards. Mais la note est nulle, donc voilà, c'est paradoxal, 6 sur 10. Le coup de gueule que je veux pousser sur le show, mais en général sur le booking depuis le Superstar Shake-Up, on va dire, on va pas se le cacher, depuis le Superstar Shake-Up en avril, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde en booking. Depuis WrestleMania, on n'a pas eu un seul show potable, on n'a pas eu un seul show constant. C'est obligé, comme là, le Uso contre New Day, on monte au summum, Rusev Orton, on redescend. Après c'était triple menace pour le match des États-Unis, on vole tellement c'est bon, et avec la surprise de Corbin. Et après on redescend Natalia Charlotte, Jinder Mahal contre Nakamura, Bobby Roode contre Dolph Ziggler, on redescend plus bas et on remonte au summum du summum avec le main event, Shane O'Mac contre Kevin Owens. Ils n'arrivent pas comme ils faisaient avant à faire des shows, des matchs constants. Depuis vous imaginez, depuis avril, il n'y a pas eu un show, il n'y a pas eu un seul show bien. Pas eu un seul. Même le Big Four de SummerSlam était de la merde. Faut se poser des questions là. Parce que niveau booking, c'est pas ça. Hein. Voilà. Enfin, même à Payback, il y a eu des matchs bons. Mais encore une fois, le Alex Abyss Bailey qui était de la merde, c'est ce que je retiens. Hein. SummerSlam, c'était mauvais. Je me rappelle même plus, je crois. Voilà, je me rappelle même plus SummerSlam tellement que c'était mauvais, tu vois. Il n'y a pas eu un seul show potable depuis le début, quoi. Depuis le début de l'année, il n'y a même pas eu un seul show potable. Et c'est ça qui est incroyable, on est quand même à la WWE. Et ils n'arrivent pas à faire un show constant. Un seul show constant en combien 8 mois. Pas un seul show constant. Faudra peut-être se poser la question. Les Raw et SmackDown Live, surtout les Raw, augmentent en qualité depuis quelques semaines. Ça c'est très bon. Depuis août-septembre, ils augmentent en qualité, ils sont très bons pour les Raw. Les SmackDown Live, il y a encore du chemin à faire. Mais les pay-per-view, putain, c'est ce qui doit nous hyper, putain, enfin, les pay-per-view, c'est vraiment ce qui doit nous hyper dans la rivalité, ce qui doit nous hyper, ils vont enfin s'affronter et tout. Ils nous font de la merde. Ils peuvent pas faire un show constant. Franchement, je plains ceux qui payent le WWE Network. Je plains ceux qui payent le network de la WWE pour regarder ça en direct. 10 € pour regarder un show hétérogène, pas constant. En plus, ils gâchent des talents comme Bobby Roode, comme Ginger et comme Nakamura. Faut vraiment se remettre en question. Ils gâchent les meilleurs lutteurs actuels dans le monde. Et puis l'autre point négatif, c'est les montagnes russes. C'est vraiment été les montagnes russes émotionnelles comme à WrestleMania, sauf que là c'était négatif. Enfin, il y a eu un positif avec le heel turn de Sami Zayn que je n'attendais pas du tout, la surprise victoire de Baron Corbin, mais sinon, Rusev Randy Orton, Bobby Roode, Dolph Ziggler, Jinder Mahal Nakamura, Charlotte, c'était que montagne russe émotionnelle, mais bien plus négatif que positif. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous aura plu, à partager évidemment à vos amis la vidéo, à commenter qu'est-ce que vous avez pensé du main event, que voyez-vous comme suite pour Dolph Ziggler. Est-ce que vous croyez qu'il va quitter la WWE? Qu'avez-vous pensé du match des Usos contre New Day? Pour moi, il était vraiment exceptionnel. Dites-moi tout dans les commentaires car votre avis m'intéresse. Abonnez-vous, je vous le rappelle, 150 abonnés avant la fin de l'année, c'est l'objectif. Ma page Facebook où il y a des trucs exclusifs comme des photos et des vidéos exclusives de derrière les coulisses ou des miniatures que je mets exclusivement sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller checker et aimer ma page Facebook. Mon compte Twitter aussi et sera dans la description bien sûr. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.